Bonsoir et bienvenue à tous. Salut les amis. Salut Renaud. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce hors-série de 28 minutes. IA, ces deux lettres résument une révolution technologique dont la puissance semble illimitée. Jour après jour, l'intelligence artificielle s'impose comme un acteur majeur de l'évolution de nos sociétés. Un formidable champ d'investissement, de découverte, de progrès scientifique ou médical, mais aussi un enjeu qui peut bousculer nos démocraties. C'est surtout un outil qui chamboule déjà notre quotidien à la maison ou au travail, comme pour nos loisirs, des tâches les plus simples jusqu'aux plus sophistiquées. Alors l'intelligence artificielle est-elle en train de révolutionner nos vies ? Pour en parler ce soir, nous recevons Anne Bouvreau, ingénieure et vice-présidente du Conseil du numérique et de l'IA, un organisme qui a pour mission d'éclairer le débat public et de conseiller le gouvernement, notamment pour définir la stratégie numérique de la France. Elle échangera également avec Ioana Manolescu, directrice de recherche à l'Institut national de recherche en informatique, spécialiste de ces algorithmes qui scandent nos vies numériques. Et en fin d'émission, nous vous retrouverons Victor de Quiver et Natacha Triou. Bonsoir Renaud. Bonsoir Natacha. Ce soir, je vous emmène explorer les fins fonds de notre planète, les abysses où on va découvrir le plus profond écosystème vivant. Et vous Victor ? Moi je m'inquiète pour les plus de 55 ans ce soir. Sexe, drogue, alcool, les chiffres sont déplorables et les infections sexuellement transmissibles explosent. Réveillons à tous. Merci Victor. À tout à l'heure les amis, c'est donc parti pour le hors-série de 28 minutes. Bonsoir Anne Bouvreau et bienvenue. Laissez-moi vous présenter Valérie Brochard et Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Bonsoir. Anne Bouvreau, vous êtes donc ingénieure, coprésidente du Conseil de l'IA, de l'intelligence artificielle et du numérique, dont vous avez d'ailleurs organisé le sommet en 2025 en février à Paris, sous la tutelle d'Emmanuel Macron qui avait accueilli tous les géants de la tech. Je signale d'ailleurs que le prochain sommet de l'IA aura lieu à Delhi, en Inde, en février prochain, en février 2026. Avant d'explorer tous les enjeux liés à cette révolution de l'intelligence artificielle, une première petite question plus personnelle pour commencer. Vous-même, l'IA, dans votre vie quotidienne, très concrètement, dans votre vie de tous les jours, vous en servez à quel moment ? Je m'en sers beaucoup pour le travail, pour répondre à des messages, pour structurer des idées, pour préparer des entretiens. Enfin, j'utilise ça vraiment comme des outils d'aide dans mon travail. Mais uniquement sur le plan professionnel ou aussi sur le plan privé, familial, pour vos loisirs En fait, je discutais justement avec des gens hier, les vacances de Noël. Non, j'ai jamais organisé mes vacances avec l'IA. Il y a plein de gens qui font ça, mais ça, non, j'ai pas fait. Après, oui, je m'en sers aussi dans ma vie personnelle pour un certain nombre de questions, d'idées. Et de plus en plus, on est dans est-ce qu'on va chercher ces choses-là sur Internet avec un outil de recherche à la Google ou est-ce qu'on va chercher avec un outil d'intelligence artificielle ? Ça fait partie des changements qu'on voit. Et nous sommes de plus en plus nombreux, effectivement, à la pratiquer, cette IA. Alors, jusqu'où l'intelligence artificielle change-t-elle déjà nos vies ? Jusqu'où bouscule-t-elle les relations humaines ? Retour sur une année au cours de laquelle l'IA a déployé encore un peu plus sa puissance avec la mise au point d'Amir Assoulem. Un anniversaire, ça se fête. Happy birthday to ChatGPT, 3 years old. Des réponses à tout et déjà 800 millions d'utilisateurs par mois dans le monde. C'est comme un partenaire qui ne cherche pas à être ton égal, qui n'annule jamais de réunion et qui ne se moque jamais de tes idées. ChatGPT est là pour rester. Gemini, Meta AI, Grok, Alexa+, DeepSeek ou le chat, l'IA est devenue incontournable et ce n'est pas près de s'arrêter. Vous avez dit à Trump que vous allez investir 600 milliards de dollars ? Oui, d'ici 2028. C'est beaucoup d'argent. Oui, effectivement. Si on perd quelques centaines de milliards de dollars, ce sera effectivement dommage. Mais je pense que le risque est encore plus grand si on ne le fait pas. Les géants de la Silicon Valley parient sur une technologie qui a déjà révolutionné nos vies, parfois pour le meilleur, comme avec ce dispositif qui permet la détection précoce des cancers du sein. L'intelligence artificielle, elle s'appuie sur une banque de données de milliers, voire de millions de mammographies qui ont été emmagasinées, des mammographies normales et des mammographies anormales. Elle analyse toutes les zones de la mammographie et elle la compare avec sa banque de données. Mais l'usage de l'IA s'étend très vite partout, conquérant même des territoires que l'on croyait réservés à la créativité humaine. Dans la littérature comme dans les arts, l'IA est en train de s'imposer. Déjà, un tiers des morceaux mis en ligne par la plateforme musicale Deezer sont composés sans intervention humaine. Écoutez.
Parmi ces 3 titres, selon vous, lequel n'a pas été généré par une IA? Aucun, ils ont tous été composés via une app en quelques minutes. Alors, comment l'IA va changer nos vies? Du bureau à l'hôpital, de la conduite automobile à la création artistique, l'intelligence artificielle va-t-elle bientôt savoir faire tout comme nous, mais en mieux? Alors Anne Bouvreau, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est faire beaucoup de choses, énormément, mais pas tout très bien. C'est-à-dire quand on y recourt, d'ailleurs, y compris dans notre vie quotidienne, pour telle ou telle aide, on s'aperçoit que l'IA, elle fait souvent des erreurs aussi. Comment ça se fait? Pourquoi elle se trompe? En fait, c'est une technologie statistique. Donc, ça nous donne des choses qui sont statistiquement très probables. C'est pour ça que les exemples sur la santé sont des très bons exemples. Ça dit, statistiquement, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un cancer ou une application que j'ai vue en Inde, c'est on tous face à un téléphone portable et le son est analysé pour dire est-ce que c'est plutôt une grippe ou plutôt de la tuberculose. Donc, statistiquement, c'est ça. Mais peut-être à 95% et à 5%, c'est peut-être n'importe quoi. Donc, l'IA n'est pas infaillible, donc il faut aussi savoir s'en méfier. Complètement. Alors, il y a une expérience qui a été réalisée auprès d'utilisateurs réguliers d'intelligence artificielle et qui révèle ce qu'on appelle un endormissement cognitif. Oui. C'est-à-dire qu'en déléguant à des machines, on devient très vite paresseux pour chercher des informations, pour les traiter. Si la machine devient chaque jour de plus en plus intelligente, ça veut dire que nous, on devient de plus en plus bêtes ? Non, mais par contre, le risque d'endormissement est un vrai risque. Et c'est pour ça que du côté éducatif, effectivement, il faut... Pour les jeunes, mais pour nous tous, il faut qu'on maintienne notre compréhension du fait qu'effectivement, ce n'est pas infaillible et qu'il faut qu'on ait cette vigilance, cet esprit critique, ce côté est-ce que je suis vraiment sûre, comment je vérifie. Ça, c'est vraiment très important parce que même si ça va s'améliorer, donc peut-être ce ne sera pas 95%, mais peut-être 98%, mais il va toujours y avoir des erreurs et de toute façon, il ne faut jamais complètement déléguer. Justement, comprendre comment ça marche, l'IA, ça peut donc être une aide extrêmement bénéfique, mais ça peut aussi produire du faux, en quelque sorte, du mensonge. Et à ce titre, avec l'IA, Jean-Mathieu Pernin, les manipulations d'images peuvent être aussi fascinantes que dangereuses, d'ailleurs, notamment les fameux deepfakes. Eh oui, attends, mais c'est vrai ou pas? Voilà une phrase que l'on prononce maintenant d'une manière très régulière quand on regarde une vidéo sur les réseaux sociaux. Le phénomène des deepfakes, qui sont des vidéos donc falsifiées grâce à l'intelligence artificielle, est devenu si courant qu'il nous devient désormais difficile de distinguer le vrai du faux. Selon une enquête IFOP, en 2024, un tiers des Français étaient capables de repérer un contenu, photo ou vidéo, généré par une intelligence artificielle. On va faire un petit test. Voilà. Alors, si je vous montre cette vidéo. Allez-y. Voilà, celle-ci. Vous allez voir. Alors, c'est là, on voit clairement... Ça, c'est vrai. Alors, exactement. Oui. Vous y étiez, vous êtes derrière, là-bas, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Alors, Renaud, on peut voir que vous êtes très perméable à ce genre de vidéo. Bon, en fait, c'est faux, je suis désolé de vous le dire. Mais par contre, imaginons, c'est une vidéo parodique, mais moi, en dessous, je rajoute un petit commentaire. Et si je dis, j'imagine qu'ils font ça avec nos impôts. Et là, on entretient, le doute dans ce climat délétère. Les deepfakes visent le plus souvent à ridiculiser, mais parfois aussi à semer le doute. Et ça, ceux qui l'ont bien compris, ce sont les hackers russes qui n'hésitent pas à inonder Internet de fausses vidéos mettant en scène Volodymyr Zelensky pour le discréditer. Certaines vidéos ont même très rapidement fait le tour du monde, comme celle-ci quelques heures après l'altercation entre le président américain et le président ukrainien à la Maison-Blanche le 28 février 2025. Cette vidéo imaginait comment la scène aurait pu dégénérer. Alors c'est faux, mais cette séquence générée par IA entretient l'attention. Dans ce type d'attaque virale, on peut donc parler d'ingérence étrangère. C'est d'ailleurs le terme utilisé par Emmanuel Macron il y a 8 jours pour dénoncer cette vidéo qui mettait en scène un putsch à l'Élysée. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Alors cette vidéo avait été envoyée à Emmanuel Macron par un président africain, et vous allez voir que Emmanuel Macron, lui, il n'en est toujours pas revenu. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions. Moi, président de la République, comme auraient dit certains, je demande à mon équipe, quand même ce truc-là, c'est pas possible, en plus dans cette période, demandez tout de suite à la plateforme de le retirer. Et oui, Emmanuel Macron, président de la République française, n'a pas réussi à faire enlever la vidéo par Facebook. Et on a appris d'ailleurs que cette fausse vidéo était l'œuvre d'un adolescent au Burkina Faso. Mais on le voit, il y a une multiplication des outils qui sont disponibles désormais pour modifier des vidéos. Alors, Anne Bouvreau,
non. Est-ce que vous avez vous-même une solution? Comment on va faire désormais pour distinguer le vrai du faux? Alors je pense qu'il y a, bien sûr, d'abord vous avez raison, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Au moment de la guerre en Ukraine, au début de la guerre, il y a eu une vidéo de Zelensky appelant son peuple à se rendre. Exactement. Oui. Qui était une fausse vidéo, donc un deepfake très clairement, en plus par piratage des chaînes de télévision nationale. Donc on est sur des choses extrêmement graves dans des contextes comme celui-là. On ne peut pas empêcher ce genre de choses. Il y a toujours eu des falsifications de photos, des faux textes qui circulaient. Là, on est sur quelque chose qui est un peu nouveau, donc il y a un aspect nouveauté, comment est-ce qu'on s'y prépare, mais il y a aussi un côté bon sens, il y a un côté, est-ce que c'est réaliste, les vidéos que vous avez montrées, en fait, en gros, sont pas réalistes. Non, mais parfois, ça peut être extrêmement très, très bien fait. Ça peut être très bien fait, mais je pense qu'il faut aussi... On a tous, tous vos auditeurs, on a un sens de ce qui est réaliste ou pas. On peut avoir envie de les circuler parce qu'on trouve ça drôle, on peut avoir envie de dire « Oh, t'as vu, est-ce que c'est vrai ?» etc. Mais je pense qu'il y a quand même un certain discernement. Alors là, on a vu des vidéos à but, en effet, de propagande. Mais ce qui est terrible avec les deepfakes, c'est le véritable phénomène et la dramatique de la chose, c'est que tout le monde, désormais, peut en faire. C'est pas très compliqué d'en faire. Et là, on voit énormément de drames, notamment dans les collèges, avec des vidéos pornographiques où l'on met des visages, et bien tout simplement de jeunes femmes à la place d'actrices pornographiques, et on connaît les ravages que ça peut faire ensuite au sein de l'établissement. Absolument. Et là, il y a des domaines dans lesquels je pense qu'il faut regarder pour légiférer. Ça fait partie des choses qui sont absolument inacceptables. Dans tous les pays, la première dame aux États-Unis, Melania Trump, s'est emparée de ce sujet, par exemple. Ouais. Ce sont des sujets vraiment transpartisans et extrêmement importants, encore plus quand ça touche nos enfants. Et puis, autre problème aussi, c'est que les modèles d'IA sont de plus en plus gourmands. En énergie, est-ce que l'intelligence artificielle est compatible avec la transition écologique ? Alors là, il y a deux parties de l'intelligence artificielle qu'il faut séparer. Il y a la partie entraînement d'un nouveau modèle extrêmement puissant qui consomme énormément d'énergie, tout ça est vrai. D'électricité, d'eau aussi pour refroidir les machines. Oui, surtout d'énergie et d'électricité, un peu d'eau. Et après, il y a l'utilisation des outils d'IA. Et quand on utilise une IA pour poser des questions sur ses vacances, pour s'aider au travail, etc., on n'a pas besoin de quelque chose de monstrueux qui répond à toutes les questions dans toutes les langues du monde, qui sait faire du développement informatique, des mathématiques, de la poésie, etc. Et là, il faut au maximum travailler avec des petits modèles spécifiques, beaucoup moins consommateurs d'énergie. Ça, c'est vraiment important, ce point-là. Alors, plus l'intelligence artificielle améliore donc ses performances, ses capacités, plus aussi elle peut menacer un grand nombre de métiers. Chauffeurs de taxi, enseignants, artistes, médecins et même journalistes. Pourrions-nous finir par être tous remplacés? L'IA va-t-elle nous piquer nos boulots? Cette question, nous en avons beaucoup débattu cette année sur le plateau de 28 minutes. Regardez. Vincent Ravalec, vous expliquez utiliser l'IA de façon totalement décomplexée. On parle de IA et création. Moi, c'est vrai que j'utilise énormément l'IA pour créer des images, pour brainstormer. Par exemple, pour l'écriture littéraire, ça m'est même jamais traversé l'esprit d'utiliser l'IA. Pour moi, c'est mon rapport au monde, il est artistique. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance entre se servir de l'IA comme un outil et demander à l'outil à l'IA de créer, ce qui pour moi est totalement différent. Je ne vois pas du tout l'IA comme une source de création. Je le vois comme un pinceau supplémentaire, en fait. Moi, je l'ai vu comme un nouveau joujou. Mais je me suis jamais dit, je vais demander à l'IA d'écrire un livre. Pour les mangakas, on n'a jamais eu l'idée de demander à l'IA d'imaginer une histoire pour nous. Parce que les mangakas ont envie d'abord de devenir une personne capable de raconter une histoire avec sa propre main. Et si on demandait à l'IA de le faire à sa place, ça voudrait dire délaisser la partie la plus amusante de notre métier à l'IA. Donc je ne serai jamais amie avec l'IA. Pour moi, l'IA, c'est le serpent de la tentation. C'est-à-dire que dans la Bible, la Genèse, le serpent, il a pris Adam et Ève, et puis Ève a croqué la pomme. Et ensuite, ils sont passés dans un monde où il fallait travailler. Et oui. Et bien là, le serpent de la tentation de l'IA, c'est tout le contraire. Ils nous ont dit, ne travaillez plus, vous n'avez juste qu'à appuyer sur un bouton, et vous revenez dans ce jardin d'Éden où toute la création va vous être donnée, ça va vous dégouliner du ciel. Non, très sincèrement, moi je travaille avec des dessinateurs. C'est des gens, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'avoir du travail, et c'est des gens talentueux. Si tout d'un coup vous dites à l'IA, vous allez placer ce dessinateur, il va coûter moins cher, et hop, c'est comme ça. Dans 5 ans, il y a les dessinateurs, mais il ne va pas y en avoir beaucoup.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'IA, comme d'ailleurs avec d'autres révolutions industrielles, on a en fait deux effets. On a un premier effet qui est la substitution. Vous avez certaines tâches qui vont être substituées par la machine et ça peut faire disparaître des emplois. Et par ailleurs, vous avez aussi des tâches qui vont être complétées par la machine et ça va permettre de développer d'autres tâches et donc d'avoir des emplois qui se développent. Je pense qu'à ce stade, en fait, il faut être très prudent parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus une techno-optimiste. Je pense qu'on ne sait pas du tout encore si on va avoir plus d'emplois créés ou détruits. Une grande majorité des emplois au fur et à mesure du temps vont être touchés. Aujourd'hui, les cols blancs, les gens qui travaillent au bureau avec un ordinateur. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, toutes les évolutions et les innovations technologiques à la fin créent de la valeur en réalité. Un exemple très concret qu'on a, on a notre responsable administratif et financier qui est parti. Au début, on pensait le remplacer, finalement, on ne l'a pas remplacé. Et pour autant, aujourd'hui, on est plus nombreux que l'année dernière en termes de nombre de collaborateurs. Donc en fait, il y a une transformation ici. Nos propres collaborateurs, même les plus jeunes aujourd'hui, arrivent à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça accélère leur carrière aussi. Ça révolutionne tout. La question, c'est en effet les dangers que ça représente par rapport aux travailleurs qui vont rester au sein de l'entreprise. Parce que si c'est pour faire des métiers d'assistance par rapport à l'IA, ça réduit considérablement le sens du travail. L'autre problème, c'est par rapport au RH, c'est-à-dire qu'il y a ressources humaines. Si on se retrouve avec des entreprises dont les ressources humaines, mot d'ailleurs absolument horrible, sont gérées par une IA, alors là, aussi, on est dans une déshumanisation totale. Est-ce qu'on décide de mettre de l'humain dans l'IA ou est-ce qu'on en fait un pur outil de productivité et de profit? On va prendre un exemple très concret. Dans de nombreuses villes, aujourd'hui, aux États-Unis comme en Chine, on peut monter dans un robotaxi, c'est-à-dire une voiture autonome qui conduit donc sans chauffeur. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il faut que les 120 000 chauffeurs de taxi en France ou de VTC doivent se préparer à se reconvertir? C'est inéluctable? Alors d'abord, ça, c'est pas vraiment de l'IA, mais et on n'en est encore pas du tout à ça. Mais vous voyez, là, on a de la conduite automatique sur certains métros, on a de la conduite automatique potentiellement sur certains trains où on a un conducteur et de l'automatique. Je pense qu'on va plutôt arriver sur une coexistence de différents modes de fonctionnement. Le côté travail, parce que c'est plutôt effectivement les aspects, comment on utilise l'IA dans son travail, dans des métiers comme les nôtres. Là, c'est plutôt de la reconfiguration de tâches. Donc il y a une partie plutôt d'ailleurs d'automatisation de choses un peu administratives, où là on peut être content justement de se dire j'ai plus besoin de faire ces trucs qui me prenaient vraiment beaucoup de temps. Je peux me consacrer à faire des choses que je trouve plus intéressantes, mais ça change ma manière de travailler avec les autres. Sauf qu'à nouveau, que c'est pas simplement les tâches les plus austères, ou les plus répétitives ou les plus administratives, comme vous dites, qui peuvent être concernées justement par l'IA et que l'IA peut nous permettre de, en quelque sorte, de mettre de côté. On va prendre un autre exemple, le métier de traducteur, qui est quand même directement menacé aussi par les applications de l'intelligence artificielle. Vous parliez de coexistence entre le fonctionnement de l'IA d'une part et puis des métiers qui vont demeurer, mais c'est parfois une coexistence un peu difficile. Si on regarde cet exemple, par exemple, des séries sous-titrées grâce à l'intelligence artificielle, ça donne des erreurs comme celles qu'on peut voir là. Salut le miel. Voilà, au lieu de salut chérie, tu veux déjeuner, voilà, salut le miel. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut rassurer en même temps d'ailleurs cette corporation des traducteurs, ce métier menacé. On en aura toujours besoin quand on voit ce genre d'erreur. Clairement, c'est une erreur. On en revient aux 95% de... Voilà, ça, c'est un système de traduction, humain ou pas, qui n'a pas compris que René, ça voulait dire chérie, et pas le miel, effectivement. Mais est-ce que le métier de sous-titrage d'une série télévisée, c'est la partie la plus intéressante du métier de traduceur? En tout cas, c'est mieux que les sous-titres soient bons. Ah, par contre, donc là, on a besoin par contre, c'est très important. Il vaut mieux qu'il soit juste. Bien sûr. En fait, les compétences qui sont... Parce qu'après, il faut réfléchir à quelles sont les compétences qu'on veut que nos enfants développent et que nous, on continue à développer. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une qui sont des capacités d'apprentissage et d'adaptation. Parce qu'indépendamment de l'IA, nos métiers changent régulièrement et vont continuer à changer. On ne peut pas se dire à 25 ans, je connais mon métier et je vais le faire... pendant 30 ans ou plus. Et puis, les compétences comportementales. Parce qu'il y a ce côté, effectivement, les tâches qui sont remplacées sont une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, mais le côté comportemental n'est pas du tout pris en compte. Et au contraire, le côté libération d'une partie du temps, ça permet, dans la santé, par exemple, aux infirmières, aux médecins, d'avoir plus de temps en relation avec les patients. Et aujourd'hui, il n'y en a pas assez.
Donc, ce sera ce que nous en ferons, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les métiers. Mais il y a une opportunité d'en faire quelque chose qui, en fait, est bénéfique. En tout cas, les conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, c'est un enjeu qui préoccupe d'ailleurs certains patrons du secteur de l'IA. Oui, comme le patron de l'entreprise Anthropic, géant américain de l'intelligence artificielle. Il connaît bien la puissance de la technologie qu'il développe. Dario Amodei alertait le 17 novembre dernier sur ses effets potentiellement dévastateurs sur l'emploi. Écoutez. You've said AI could wipe out half of all entry-level white-collar jobs and spike unemployment to 10 to 20% in the next 1 to 5 years. Half of all entry-level white-collar jobs. Well, if we look at entry-level consultants, lawyers, financial professionals, you know, many of kind of the white-collar service industries, a lot of what they do, you know, AI models are already quite good at, and without intervention. It's hard to imagine that there won't be some significant job impact there. And my worry is that it'll be broad and it'll be faster than what we've seen with previous technology. Est-ce qu'on n'est pas là en pleine job apocalypse, comme annoncé dans le Financial Times en septembre dernier, qui s'appuyait d'ailleurs sur un rapport qui prédit que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être automatisés, notamment, vous le disiez, dans les activités de bureau, administratives ou juridiques, mais c'est quand même 300 millions d'emplois qui vont disparaître. Alors, ce genre de prédictions, il faut toujours les prendre avec beaucoup de prudence. Et le passé n'est pas une prévision du futur, mais en 2013, il y avait eu un rapport d'Oxford disant que 30% des métiers allaient disparaître. On est 12 ans après, ça n'a pas été le cas. Il y a 2 ans, lors du sommet IA qui avait été organisé en Angleterre, Elon Musk avait dit dans 2 ans, la moitié des emplois auront disparu. On est 2 ans après, la moitié des emplois n'ont pas disparu. Donc je pense que ces prévisions d'apocalypse sont apocalyptiques et sont un peu là pour faire réfléchir et pour faire peur, et c'est bien de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métiers qui vont disparaître, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas se focaliser. Si on se dit qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître, il faut penser revenu universel, il faut penser que font tous ces gens au chômage. La réalité telle qu'on la voit, et c'est un travail que j'avais fait avec Philippe Aguillon en 2024, Prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie depuis, c'est que c'est plutôt 70% des métiers qui vont être changés. Transformés, en fait, c'est ça. Transformés. Et donc là, si on se dit c'est plutôt 70% qui vont être transformés, donc la réponse c'est formation, adaptation, compréhension du changement, réorganisation du travail. Et c'est ça, je pense, beaucoup plus la priorité de ce qu'il faut qu'on fasse. Oui, mais vous comprenez aussi que c'est vrai que quand on n'est pas du tout dedans, quand on regarde ça, il peut y avoir véritablement cette crainte, parce que bien sûr. Ceux qui l'ont démontré d'ailleurs, ce sont ceux qui créent de l'IA. Par exemple, Amazon, ça veut dire IBM, Microsoft, eh ben, ils ont fait des licenciements massifs pour remplacer ces licenciements des travailleurs par des intelligences artificielles. Donc c'est-à-dire qu'aussi, on a l'impression que c'est presque un argument de vente pour eux, en fait, de l'intelligence artificielle. Oui, mais en fait, parce qu'ils ont remplacé par des gens qui font de l'IA, c'est la partie qui n'est pas vraiment vraie. En fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, comme l'IA est à la mode, si elles ont des problèmes et qu'elles n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'elles voulaient et qu'elles doivent faire des plans de licenciement, elles disent « mais c'est parce que je fais de l'IA ». Elles s'en servent comme prétexte. Et là, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est très important de regarder ça. Parce que souvent, c'est plutôt, ça me permet de donner un twist, c'est très triste, mais vis-à-vis des analystes financiers, qu'ils trouveront plus positif, mais peut-être que c'est juste une excuse. C'est pour ça qu'il faut regarder plus précisément détail, en fait, à chaque fois. ce qui se passe vraiment. Mais après, je comprends tout à fait les craintes, et je pense que c'est important de les entendre, et c'est aussi pour ça que c'est important de concrètement comprendre ce que l'IA peut donner dans son domaine de compétences et son métier. Quand on regarde dans son domaine de compétences et son métier, on voit plus facilement les cas d'erreur. Moi, dans le domaine juridique qui n'est pas le mien, je dis tout ce que sortent les IA, c'est merveilleux. Les IA qui parlent de l'IA, qui est un domaine que je connais un peu plus, ou du domaine des entreprises, je me dis, bon là, c'est très général, et qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Et c'est pour ça qu'il faut que chacun et chacune regarde et comprenne les limites et les capacités de ces systèmes, je pense. La puissance de l'intelligence artificielle commence en tout cas aussi à alarmer les gouvernements. Et les États, pour l'heure, peinent à réguler cette révolution technologique. Alors, quels sont les outils efficaces pour l'encadrer? Faut-il renforcer l'arsenal législatif? Sur quel point? Autant d'enjeux discutés sur le plateau de 28 minutes. Regardez. Beaucoup se félicitent des régulations européennes sur l'intelligence artificielle. Pas vous, Luc Julia. On s'en étonne. Alors,
C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, je pense que la régulation est importante. On parle d'outils qu'on peut utiliser à bon et à mauvais escient. Le marteau, je peux l'utiliser pour planter le clou, ça marche très bien. Je peux l'utiliser pour vous taper sur la tête, c'est pas bien. Collectivement, on va décider, une fois qu'on a compris, on va décider qu'il faut réguler. Le problème que j'ai avec la régulation et ce qui se passe en Europe en général, et c'est pour ça qu'on se moque d'ailleurs des Européens dans la Silicon Valley, là où j'habite, d'accord, on dit les États-Unis inventent, la Chine copie, les Européens régulent. On se moque de ça parce qu'on régule a priori. Et je pense que ça, c'est une grosse bêtise, parce qu'on invente des régulations qui n'auront aucun sens, parce qu'on ne fera pas les choses qui vont être dans cette régulation. Donc il vaut mieux réguler a posteriori. Alors oui, il y aura des problèmes, mais je pense que c'est beaucoup mieux de réguler une fois qu'on a compris, plutôt que d'essayer de réguler quand on n'a pas encore compris. Je pense que l'Europe ne doit pas tomber dans le panneau de ce narratif de la tech américaine qui consiste à opposer innovation et régulation. Parce qu'en fait, c'est pourtant ce qu'on entend quand même. On entend beaucoup, mais en fait... L'Union européenne est plus sur la réglementation. Oui, mais et en moins fait, sur quand on l'innovation. regarde l'AI Act, c'est un texte qui est équilibré, qui prend en compte effectivement en fonction des niveaux de risque, mais qui ne met pas de contraintes pour mettre des contraintes. Et d'ailleurs, tout ce qui n'est pas considéré comme risqué ne fait pas l'objet de régulation particulière. Il y a énormément d'applications de l'intelligence artificielle qui sont bénéfiques, pacifiques, donc celles-ci n'ont pas de contraintes de ce point de vue-là. Et en réalité, quand on y réfléchit, le fait d'avoir une régulation unifiée, le fait de pouvoir harmoniser les différentes réglementations nationales dans le marché européen qui est immense, le fait de pouvoir développer sereinement des technologies, c'est plutôt propice à l'innovation. Il faut que l'IA reste un outil et c'est à nous aussi d'instaurer les réglementations et tout ce qui va avec pour ne pas, par exemple, est-ce qu'on a envie d'être licencié par une IA ? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un humain qui intervienne ? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par une IA, d'être soigné par une IA ? Donc tout ça, c'est nous, en tant que citoyens aussi, qui devons le décider. Et moi, je suis en faveur du fait que l'IA doit rester notre outil et qu'on doit rester maître de cet outil. Bonsoir Ioana Manolescu. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chercheuse à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et vous avez un regard assez critique sur l'intelligence artificielle. Vous avez notamment cette formule, je vous cite, créer du contenu IA, c'est mentir, dites-vous. Pourquoi est-ce que vous... Je ne me souviens pas d'avoir dit exactement cela, mais ce qui est certain, c'est comme a déjà été dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, qui est celle que le grand public utilise quand vous utilisez ChatGPT, etc., marche effectivement sur une base statistique. Ça veut dire que la génération que vous obtenez, c'est quelque chose qui semble probable, qui colle le plus à une sorte de moyenne des nombreux exemples sur lesquels le modèle a été entraîné. Et une moyenne est toujours fausse. C'est-à-dire, si vous prenez la moyenne des salaires des personnes qui sont ici, on va obtenir un nombre qui va très probablement n'être le salaire d'aucun d'entre nous. Donc, toute génération statistique va vous donner quelque chose de plausible et en général, faux au sens où on accepte le vrai ou le faux pour la justice ou pour le journalisme, d'ailleurs, on l'espère. Est-ce qu'il y a aussi une source qui dit exactement cela ou pas ? Donc, c'est le souci avec tous les résultats générés par l'intelligence artificielle. Et je voudrais juste enfoncer le clou. L'IA générative est juste un des aspects de l'IA. L'IA peut aussi prendre des décisions. L'IA peut aussi chercher des solutions qui sont un autre type de génération, mais dans lequel on cherche dans un espace de possibilités qui est beaucoup trop grand pour qu'on puisse l'explorer complètement, même avec les moyens de la technologie moderne. Et l'IA apprend par où est-ce que ça serait bien de chercher. Dans le cas le pire, on ne trouve pas, mais dans le cas le meilleur, on trouve en faisant beaucoup moins d'efforts. Il y a une autre dimension qui est liée à ce secteur, évidemment, en pleine expansion, qui est une dimension peut-être plus économique, y compris à l'échelle internationale. Vous pointez un autre travers, une autre conséquence, que vous appelez le colonialisme numérique. Ça veut dire que les pays du Nord utilisent des gens des pays du Sud, en tout cas des pays plus pauvres, pour nourrir l'industrie d'IA. Oui, ça c'est tout à fait vrai et c'est assez malheureux. Donc l'entraînement des IA qui arrivent à détecter les mignons chats dans les images, voire qui arrivent à générer des chats, a nécessité beaucoup d'annotations où un humain a dit cette image est une image de chat. Et au-delà des chats, il y a des personnes qui sont employées pour indiquer où sont les images, où sont les voitures, dans une vidéo, ce qui sert à entraîner les Waymo. Il y a des personnes qui doivent tout simplement étiqueter chaque objet qu'on voit dans une scène domestique à l'intérieur de votre maison pour qu'une IA apprenne où sont les pommes et où est la télécommande et qu'éventuellement une domotique vous aide, un robot domestique vous aide avec ces tâches-là. Et comme c'est un travail qui ne demande pas d'expertise particulière, c'est très peu rémunéré. Et du coup, effectivement, ce travail se retrouve dans des pays à très faible salaire.
et avec des travailleurs qui sont souvent embauchés dans des conditions très précaires. Est-ce que, si on vous écoute bien, c'est-à-dire, Anne Bouvreau, qu'il y a des super géants, et on pense évidemment aux États-Unis, la Chine aussi en fait partie, qui vont finalement imposer leur modèle à d'autres, des modèles qui seront donc universels pour tout le monde, pareil? Je pense que c'est vraiment un risque de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les modèles qu'on appelle à la pointe, les derniers développements de l'IA générative, ce sont des choses qui se passent très essentiellement aux États-Unis et en Chine. Il y a quelques acteurs sur 100, on peut dire qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont peut-être ailleurs. Et je pense que c'est un risque à la fois économique et aussi démocratique. C'est un risque démocratique, on le sait très bien, parce que quand on regarde un modèle chinois, on ne peut pas lui poser de questions sur la politique en Chine, par exemple, c'est bien. Quand on pose des questions à des modèles américains comme Grok, on voit bien le type de réponse qu'on peut avoir sur... Grok, en effet, c'est sur X, donc d'Elon Musk. Absolument, sur X d'Elon Musk. Donc, il y a récemment eu des questions sur le fait que les chambres à gaz, c'était en fait des endroits pour désinfecter des gens qui étaient à risque de maladie, ou que Hitler était quelqu'un de très bien. Donc, on voit le type de messages qui peuvent circuler. Il y a un biais idéologique très fort. Quand on voit aussi que lors d'élections, les gens ont assez naturellement tendance à poser la question aux IA, que penser du programme 2, pour qui est-ce qu'il faudrait que je vote, et que naturellement une IA va proposer des programmes un peu saillants en disant il y a ça, et ce sera assez naturellement des programmes un peu extrêmes. Donc on a des vraies questions d'ouverture. On parlait des deepfakes tout à l'heure, mais les risques d'ingérence démocratique sont multipliés dans des systèmes comme l'IA. Il faut qu'on puisse reprendre, nous, en Europe, plus largement, la capacité à développer nos propres services. Alors c'est une question que je pose à vous deux, d'ailleurs. Aussi, il y a beaucoup de professionnels en ce moment qui disent que voilà, on va arriver à ce moment où la machine fait mieux que l'homme, plus rapide, moins cher. Vous savez, ça fait comme la science-fiction, où on parle de point de basculement, et d'un coup, on rentre à ce moment-là dans un monde. Est-ce qu'à votre avis, on y est ? Ça rend les scientifiques très, très, très irrités, parce qu'en fait, ça fait bien une dizaine d'années ou plus qu'on assiste à des promesses qui sont sans commune mesure avec la réalité. Et d'abord sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, où il y aura des ordinateurs qui auront une intelligence artificielle si évoluée qui vont vous remplacer, vous et moi, dans absolument tout ce que l'on fait. On en est loin, et pour vous dire à quel point on en est loin, on n'en a même pas une définition. Et donc tous les scientifiques qui se retrouvent à essayer d'éclairer le grand public sur des affirmations de ce style sont très énervés, puisqu'on nous demande, c'est comme les extraterrestres, est-ce que ça existe? Peut-être, je ne sais pas, je n'en ai pas vu. Amenez-moi un, on va discuter, on va couper le caoutchouc et on va voir. Anne Bouvreau, c'est pour quand le point de bascule alors? Non, alors moi je suis assez d'accord avec ce qu'Iona veut dire pour essayer de creuser un peu plus le sujet. J'ai lu récemment un livre de Daniel Handler, qui est un mathématicien et philosophe dans le domaine des sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est l'étude de qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine. Donc il a écrit un livre de 600 pages, 300 pages sur c'est quoi l'intelligence artificielle. À la fin des 300 pages, je vous le fais en résumé, on ne sait pas vraiment. 300 pages sur c'est quoi l'intelligence humaine, je vous le résume, à la fin, on ne sait pas vraiment non plus. Donc comparer on ne sait pas vraiment avec on ne sait pas vraiment, on entre du coup... Pas le même. Du coup, on entre dans le domaine de tous les fantasmes qu'on a toujours eus, de Frankenstein, des Turcs mécaniques. Peut-être que ça existe et ça nous fait très peur, mais on ne l'a pas encore vu. Une question un petit peu plus matérialiste, un petit peu plus prosaïque. Est-ce qu'il y a vraiment un marché de l'IA? C'est-à-dire que c'est un secteur avec des centaines de milliards d'investissements, de valorisation boursière, mais il n'y a pas d'entreprise bénéficiaire? Il y a relativement peu de bénéfices réalisés avec l'IA et vous avez sûrement vu que parmi les valorisations boursières monstrueuses des États-Unis, au moins Nvidia, OpenIA et Anthropic, je pense, et quelques grands autres joueurs sont dans des schémas circulaires où ils se prêtent l'argent entre les uns aux autres, ce qui permet à ce que la valuation boursière de tout ce monde monte sans qu'il y ait vraiment de bénéficiaires à la fin. Et c'est intéressant puisqu'on a dit pendant très longtemps, toutes les entreprises qui entraînent des modèles IA, elles achètent toutes des processeurs Nvidia. Donc Nvidia va faire de l'argent, tout comme dans les années où on cherchait l'or en Californie. L'entreprise qui faisait sûrement de l'argent, c'est celle qui vendait le pelle. Donc celui-là, il fait toujours de l'argent. Et plus récemment, quand on voit que même l'argent de Nvidia est en partie dû à des investissements dont la réalité semble douteuse, j'ai vu aussi quelqu'un qui a calculé, qui a pris le nombre de processeurs que Nvidia prétend avoir vendus et installés dans le monde et a démontré qu'il n'y a pas assez de puissance électrique aux États-Unis pour les processeurs
processeurs qui sont censés être en service aux États-Unis, même en tenant compte de quelques années dans le futur de construction de nouvelles centrales. Donc c'est exclu que tous ces processeurs qu'NVIDIA a dit avoir vendus, peut-être sont vendus, soient installés et fonctionnent. Oui. Et il y a des études qui sont sorties récemment qui montrent des gains de productivité vraiment modestes avec l'IA générative dans les entreprises. Vous parliez, Anne Bouvreau, de l'Europe et de notre place dans cela, entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il y a vraiment une place? Est-ce que la quête de souveraineté numérique n'est pas une chimère, finalement? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Moi, je pense qu'il n'est pas déjà trop tard, et je suis contente de voir que Fiona dit aussi que c'est pas déjà trop tard. Mais par contre, il faut vraiment qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse un certain nombre de choses. Mistral, c'est pas suffisant? Mistral, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tout un stack technologique, comme on l'appelle, qui commence aux puces, aux GPU comme NVIDIA. Il y a tous les acteurs du cloud. Il y a tout ce qui est, bien sûr, il y a les modèles d'IA. Mais donc, il y a toute une couche de services dans lesquels il ne faut pas, bien sûr, rechercher l'autarcie et se dire qu'on va tout faire tout seul en Europe. Mais il faut qu'on puisse avoir le choix lors de tous ces étages de la chaîne de valeur. Donc, il faut que collectivement... C'est une question de quoi? De volonté politique, d'investissement, de moyens, de tout ça en même temps? De tout ça en même temps. Donc il faut qu'on ait des acteurs qui existent dans chacun de ces éléments. Certains vont être des startups, certains vont être des entreprises existantes qu'il faut aider. Il faut qu'il y ait une volonté des entreprises en Europe de travailler avec ces acteurs européens, aussi avec les acteurs américains bien sûr, mais aussi d'essayer de favoriser un peu ce côté préférence européenne, avec peut-être un Buy European Act. Et puis il faut qu'à chaque fois qu'on passe des contrats, on se dise je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je ne passe pas tout mon contrat à la société X, parce qu'ensuite la société X, surtout si elle est aux États-Unis, va dire eh bien cette année c'est plus 50%. Ou alors peut-être que je vais vous couper le service. Donc il faut avoir le choix. Un mot de conclusion, Ioana Manolescu, je vois que vous approuvez, vous êtes d'accord avec le... Oui, ce qui est important de se souvenir, c'est que vous avez probablement vu un juge français de la Cour européenne des droits de l'homme, je crois, s'est vu couper l'utilisation de sa carte Visa, puisque les États-Unis ne sont pas d'accord avec la condamnation du Premier ministre israélien, je crois. Il faut qu'on se demande... Son accès mail Microsoft. Voilà, il faut qu'on se demande ce que nous sommes capables d'utiliser en Europe si nos législations européennes commencent à déplaire au pouvoir américain. Donc c'est une question à se poser. Cette question de souveraineté que vous évoquiez. Absolument. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues débattre sur ce plateau, sur tous les enjeux et les conséquences de la révolution de l'IA. Quelque chose me dit que vous aurez l'occasion de revenir, évidemment, en débattre et vous serez les bienvenus. Et puis, si nous ne sommes plus là, vous le ferez avec nos propres IA qui nous auront remplacés le moment venu. De vous revoir en personne. En tout cas, merci à toutes les deux. Dans un instant, nous toucherons le fond avec Natacha, qui nous entraînera à voir au plus profond des abysses. Victor nous démontrera, lui, qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, puisque même les baby-boomers sont restés de grands ados. Mais avant cela, retrouvons l'indispensable David Castello-Lopez. Cet esprit curieux, mais différent, aime à poser des questions très intéressantes, ce soir encore. Mais d'où viennent les ours en peluche ? D'où viennent les ours en peluche ? L'ours est l'un des animaux les plus puissants de la nature. Les plus gros peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut, peser une demi-tonne, et leur mâchoire est suffisamment puissante pour écraser une boule de bowling. Pourtant, c'est l'ours que l'homme a choisi pour créer l'un des jouets phares du monde occidental, l'ours en peluche. Une version mignonisée à l'extrême, sans défense, à laquelle on a envie de faire des bisous et des câlins. Mais alors, d'où est venue cette idée ? Intéressant. Eh bien, elle est liée à ce monsieur, Theodore Roosevelt, président des États-Unis. En 1902, Theodore est en train de chasser l'ours dans le Mississippi. Mais il ne trouve pas d'ours à chasser, et donc au bout d'un moment, ses acolytes, qui veulent lui faire plaisir, finissent par dénicher un pauvre ours chétif qu'ils attachent à un arbre pour que le président l'abatte. Mais Theodore, magnanime, refuse de le tuer. Le lendemain, le Washington Post raconte l'histoire et publie 7 caricatures. Ici le petit ours chétif, ici le président miséricordieux. Le dessin devient en quelque sorte viral et quelque temps plus tard, un couple de commerçants de Brooklyn, Maurice et Rose Mishtom, s'emparent de l'histoire. Ils confectionnent un ourson empaillé qu'ils exposent dans la devanture de leur magasin et le diminutif de Theodore étant Teddy, ils baptisent leur ourson Teddy's Bear, l'ours de Teddy, et leur jouet connaît un succès immédiat.
Parallèlement, et par pure coïncidence, la famille Steiff, qui fabriquait des animaux en peluche en Allemagne, a eu la même idée, et leur ours a connu un succès équivalent. Mais alors pourquoi transformer une bête sauvage capable de tuer en animal mignon ? Eh bien en partie parce que c'est à cette époque, au début du XXe siècle, que l'on a commencé à comprendre que les animaux sauvages ne constituaient plus un danger pour l'homme, mais que l'homme en revanche constituait un danger pour les animaux sauvages. D'une certaine manière, face à la domination des êtres humains, un ours de 500 kilos est une créature sans défense, comme un ours en peluche. Très intéressant comme toujours. Merci David Cassio-Lopez. Victor de Quiver et Natacha Triou, bienvenue à tous les deux. Salut Renaud. Quand je vous regarde, quelque chose me dit qu'on serait peut-être bien le soir de Noël, non ? J'ai des huîtres sous la table. Vous avez surtout le pull de Noël. Et puis vous êtes déjà sur le dance floor, n'est-ce pas ? Vous êtes déjà à votre première soirée. Natacha, on va commencer avec vous. Pour ces hors-séries, vous revenez sur des avancées scientifiques de 2025. Et cette année, on a découvert de la vie là où on ne l'attendait pas. Et oui, au fin fond des abysses. Une équipe chinoise a découvert le plus profond écosystème vivant jamais observé. Il se trouve dans les fosses océaniques du nord du Japon, dans le Pacifique. Et tenez-vous bien, Renaud, c'est à 9000 mètres sous la surface de l'eau. 9 km. Pour bien se rendre compte, c'est plus profond que le plus haut sommet de notre planète, le mont Everest, qui culmine à 8848 mètres. Le point le plus profond des océans, c'est la fosse des Mariannes, dans le Pacifique. C'est presque 11 000 mètres. Alors, ce sous-marin chinois, baptisé Fen 12, combattant en mandarin, représente un exploit technologique. En comparaison, on a le Nautil français, petit joueur, qui plonge à 6000 mètres maximum, l'Alvin américain, qui a exploré le Titanic 6005 max. Et à ce niveau-là, la pression est écrasante. Imaginez un peu le poids d'une colonne d'eau de 9 km sur vos épaules, Renaud, ça pique. Voilà pourquoi il est plus facile d'aller sur la Lune qu'à cette profondeur aquatique, et pourquoi les abysses restent la zone la moins explorée de notre planète. C'est notre dernière terra incognita. Mais dites-moi, Natacha, Jacques Piccard était déjà descendu dans la fosse des Mariannes dans les années 60 ? Bien vu. Alors, l'extraordinaire de cette mission, c'est pas tant le record de profondeur que la mission scientifique. C'est-à-dire qu'ici, on a tout filmé avec des lampes, bien sûr, et puis on a emporté, grâce à un bras robotisé, des échantillons d'organismes vivants. Mais qu'est-ce qui peut bien vivre à une telle profondeur ? Alors à 6000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone Hadal, qui tire son nom du dieu grec des enfers, Hadès. Il n'y a rien à manger. Hadal, Hadès. On est dans un environnement dantesque, il faut bien se rendre compte. Une pression 1000 fois supérieure à la surface, pas de lumière, on n'est pas dans le grand bleu, mais dans le grand noir, et pourtant la vie existe. Cette chef de mission, qui s'appelle Men Grandu, et qui est classée dans le top 10 des personnalités scientifiques de l'année, selon la prestigieuse revue Nature, a vu depuis son hublot des bivalves, une sorte de palourdes, des vers aquatiques et des tapis de bactéries microscopiques. Alors c'est sûr, on n'est pas dans le film de James Cameron, Abyss. Comment ces créatures peuvent-elles survivre dans des conditions aussi extrêmes ? Là, oui, la vie qui règne ici repose sur quelques nutriments qui reviennent du haut, ce qu'on appelle la neige abyssale, et puis surtout sur du méthane. L'équipe chinoise a découvert des infiltrations de ce gaz dans ces zones où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre. Et ce méthane est source de vie pour ces organismes qui n'ont pas accès à la lumière et donc pas accès à la photosynthèse. Vous en doutez, on parle ici de chimiosynthèse, la chimie synthétique. Alors ce qu'a vécu finalement Men Grandu, c'est pas loin, en fait, de la rencontre du troisième type. Eh ben, dites donc. Merci, Natacha. J'en suis soufflé, j'en suis bouche bée. C'est à vous, Victor. Victor, en cette fin d'année, vous faites du souci pour les baby-boomers. Oui, vous savez, cette fameuse génération née entre 1945 et 1975, selon l'Institut national des études démographiques. Nos parents seraient-ils les nouveaux ados trash ? Ouais, sexe, drogue, alcool. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme et ça n'a rien de drôle. Non, ça peut même être parfois très douloureux pour certains. Écoutez plutôt, les cas des infections sexuellement transmissibles explosent partout chez les plus de 55 ans. Les gonorrhées ont été multipliées par 6 aux États-Unis en 15 ans. Elles ont augmenté de 80% en 4 ans en France. Quant au syphilis, ce n'est pas mieux. 30% d'augmentation en seulement 6 ans en Angleterre et en France sur cette catégorie d'âge. Eh bien oui, pas facile, la maturité en 2025. Tout est fait pour que nous repoussions les limites de nos vies sexuelles. Les risques de grossesse s'éloignent, fatalement. Les applications de rencontres facilitent la drague. Les médicaments contre les troubles érectiles et contre la sécheresse vaginale se sont imposés. C'est très bien tout ça, oui. Mais gare à la ch'touille, car personne ne parle de prévention à ces nouvelles populations à risque. La plupart des campagnes ciblent seulement les plus jeunes. Et sur un autre sujet, Victor, c'est pas pour moi, c'est pour un ami, concernant l'alcool. C'est la catastrophe. J'ai regardé les chiffres en France. 26% des plus de 65 ans boivent de l'alcool tous les jours contre seulement 2% des 18-24 ans. Et dans les autres pays développés, c'est pareil. Et c'est pas tout. Les baby-boomers se remettent aussi à la drogue. En Espagne, la proportion des plus de 55 ans qui ont pris de la cocaïne dans l'année a été multipliée
multiplié par 8 en 15 ans. Selon une universitaire de Liverpool, les quinquas et sexas se remettent même à consommer, je cite, comme avant, lors de festivals. Les baby-boomers sont vraiment incorrigibles? En tout cas, ils sont nés comme ça. Hein. Les baby-boomers, ce sont eux qui ont inventé les yéyés, les hippies, le rock'n'roll, le punk. Ils ont inauguré la pilule, le divorce et l'IVG légal. Bref, la liberté. Ils sont nés pendant les 30 Glorieuses. Ils ont aujourd'hui entre 55 et 85 ans. Ils sont bien plus en forme que leurs parents à leur âge. Bravo d'ailleurs. Ils ont plus de temps. Ils ont fini pour la plupart de rembourser leur crédit. Ils ont plus souvent d'enfants à charge. Alors ils font quoi? Ils reprennent là où ils s'étaient arrêtés. Eh ben voilà, c'est logique. Merci Victor et joyeux Noël à eux aussi alors. Les gars à la ch'touille. Merci Victor. Le beau message pour le 25 décembre. Voilà, 24 Merci décembre. à tous les amis. Ce sera le mot de la fin en tout cas pour ce soir. On se retrouve vendredi à 20h05 pour le club de 20 minutes. Et en attendant que vous déballiez vos cadeaux de Noël, on a déjà un petit cadeau pour vous, un clin d'œil musical à votre chronique, Natacha, vous qui exploriez il y a un instant le fond des abysses. Vous savez bien qu'il s'en passe de belles, hein, là-bas tout au fond. Et c'est pas Véronique Jeannot qui va vous démentir, puisque figurez-vous qu'elle a fait l'amour avec la mer. Joyeux Noël. J'ai endormi ma peau